Et je pense que l'outil de maintien de ce système, précisément, a été trouvé dans l'outil de la prison et de la justice pénale. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Infraviolet, le podcast féministe de la jeunesse socialiste suisse. Trop bien. Bienvenue dans ce podcast de la jeunesse socialiste suisse et particulièrement de la Task Force féministe romande. Moi, c'est Mathilde Mottet, je suis coprésidente des Femmes socialistes suisses. Et puis, on accueille aujourd'hui Mathilde Marinda, du coup, c'est les double Mathilde pour cet épisode, pour parler de féminisme anticarcéral. Est-ce que tu voudrais commencer, Mathilde, à nous dire un peu qui t'es, d'où tu viens et c'est quoi tes luttes principales ou celles qui te tiennent le plus à cœur? Du coup, je suis actuellement élue au Grand Conseil vaudois pour Ensemble à gauche. Et puis, je suis également militante dans des mouvements environnementaux, surtout climat, depuis pas mal d'années. Et donc, c'est une des luttes qui me tient très à cœur, la question de justice climatique. Je suis aussi géographe, dans le sens où j'ai terminé un master en géographie humaine et où je m'apprête à commencer un doctorat sur la question de la décroissance carcérale, en fait. Ah ouais. Voilà. Donc on est en plein dans le sujet. Ouais, un petit peu. Mais je n'ai pas du tout encore commencé, donc je me prétends vraiment pas être une experte du sujet carcéral. Je me réjouis beaucoup d'en parler, mais il y a certainement beaucoup d'autres personnes très qualifiées qui pourront parler mieux, si jamais. On parlera de ces personnes. Tu nous donneras à la fin de la documentation, des ressources, comment faire pour en apprendre plus. Bon, en tout cas, ça me fait trop plaisir d'en discuter avec toi parce que je voulais en discuter avec toi sans une caméra et un micro. Mais du coup, je trouve pire cool qu'on puisse avoir cette discussion. Oui, c'est vrai, ouais. Tu me disais juste avant, mais tu travailles dans la commission des prisons du Grand Conseil vaudois. Alors, tu as un secret de commission à respecter, mais est-ce que tu veux nous raconter quand même ce que tu fais dans cette commission? Donc il faut savoir que c'est des commissions de surveillance, faites des conditions de détention qui existent dans 4 cantons en Suisse, au Tessin, à Genève, dans le canton de Vaud, non, dans 3 cantons en fait, Tessin, Genève, Vaud. Et qui ont pour mission de surveiller les conditions de détention, donc de se rendre chaque année dans chaque lieu de détention, chaque prison ou lieu de détention. Dans le canton de Vaud, on a aussi les zones carcérales dans les hôtels de police pour les personnes préventives, et de vérifier la situation, de s'entretenir avec les détenus. Les personnes incarcérées sont mises au courant en fait, de notre venue en tant que commission et peuvent prendre rendez-vous pour discuter avec nous, nous faire remonter des problèmes et nous dire si elles veulent être anonymes ou pas dans le fait qu'on remonte ces problèmes plus haut, au niveau des directions et au niveau des politiques. Il y a beaucoup de prisons dans le canton de Vaud, de lieux carcéraux? Oui, il y en a beaucoup, mais je n'ai pas le nombre exact. Je ne sais pas le nombre exact, mais il y en a vraiment. Oui, il y en a beaucoup, c'est nul, hein, que je sache pas le nombre. Mais non, mais pas du tout. Mais du coup, ça veut dire que c'est un grand tour. Enfin, quand vous faites ces visites, oui. Vous faites une fois par année? Oui, une fois par année, oui, on va dans beaucoup de lieux de détention. Il y a la prison des Léchères, qui est une prison pour mineurs. Il y a les EPO de la Plaine de l'Orbe, la Croisée, le Bois-Mermin ici à Lausanne, et j'en oublie certaines. Mais il y a aussi justement les lieux de détention à la Blécherette ou à l'hôtel de police à Saint-Martin à Lausanne, qui sont vraiment des lieux, des zones carcérales, on appelle, qui sont censées en fait ne pas détenir de personnes plus de 48 heures selon les normes internationales parce qu'il n'y a pas d'accès à la lumière, elles sont vraiment au sous-sol. Et il n'y a pas d'accès à la lumière, il n'y a pas d'accès à aucune activité, ni à aucun vraiment service social. Enfin, on a à peine des médecins et ils n'ont même pas accès à des stylos. Enfin, vraiment, ils ne peuvent rien faire. Et pourtant, il y a des gens, la moyenne, elle est autour de 12 jours qui est passée dans ces lieux. Et il y a des gens qui atteignent jusqu'à 40 jours. 30 à 40 jours, donc c'est vraiment dénoncé par de nombreuses organisations de défense des droits humains comme des conditions vraiment qui se rapprochent de formes de torture, dans le sens où c'est des tortures psychologiques, d'être enfermé sans voir le jour, sans avoir une notion de l'heure, sans pouvoir rien faire. Bref, ça c'est un exemple de ce qu'il y a comme situation liée au carcéral dans le canton de Vaud. Mais voilà, on va aussi voir d'autres lieux de détention où il y a des détenus vaudois. Et donc c'est une commission qui est composée d'une représentation du Parlement en termes de commissaires, donc on est 7. Voilà. Et oui, et puis sinon moi en parallèle j'essaie de travailler aussi sur les sujets de politique carcérale au niveau du Grand Conseil, en dehors de la commission, donc en respectant tout ce qui est confidentiel au niveau des visites, au niveau des échanges qu'on a.
Mais typiquement, on a dans le canton de Vaud une situation assez problématique de surpopulation carcérale. Et puis, on attend vraiment impatiemment un rapport qui a été commandé par le Conseil d'État à un mandataire externe pour évaluer pourquoi il y a autant de population dans les prisons. Et en fait, il y a un constat qui est déjà documenté depuis un moment par les chercheurs, chercheuses, c'est que la Suisse romande, globalement les cantons romans, Genève et Vaud, incarcèrent 1,6 fois plus que les cantons suisses allemands. Donc il y a vraiment des questions de politique pénale aussi, liées à la question carcérale, qui sont vraiment très questionnantes au niveau des cantons romans et qui méritent vraiment qu'on s'y intéresse politiquement. Tu parles de population carcérale, mais est-ce qu'il y a aussi un problème de surpopulation carcérale, dans le sens qu'il y a plus de gens dans les prisons actuellement que ce que les prisons elles sont prévues pour? Oui, c'est absolument ça. Il y a des taux de population qui sont beaucoup plus élevés. Donc on a des gens qui se retrouvent dans des cellules, qui se retrouvent, je sais pas, à 4, dans des cellules à 2, et puis ça altère vraiment les conditions de vie, en fait, mais aussi la possibilité de faire des activités, etc. Et oui, du coup, on a en Suisse un taux d'incarcération de 75 détenus pour 100 000 habitants, ce qui est, en fait, à l'échelle internationale, c'est plutôt un taux bas. Mais comme je le disais, en fait, on a une disproportion entre les cantons romans qui, eux, incarcèrent beaucoup plus qu'en Suisse allemande. Donc c'est vraiment une problématique proprement suisse qui mérite que nous, romans, on s'y intéresse comme un vrai sujet politique. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de criminalité en Romandie? Justement. Eh bien, souvent, en fait, le nombre de personnes en prison n'est pas corrélé à la simple criminalité comme une donnée brute, en fait. Mais qui on incarcère, ça dépend des politiques d'incarcération qu'on développe. Là, je vais donner juste un exemple d'un pays, la Finlande, qui s'est illustré dans les années 60, parce que dans les années 60, c'est où il y a le tournant punitif vraiment à l'échelle mondiale, où on développe vraiment la prison. Il faut savoir que la prison, comme outil de gestion des crimes, comme outil... régulation sociale, presque. Oui, ouais. C'est quelque chose d'assez récent, qui vient au 19e siècle. Avant, il y avait d'autres systèmes qui existaient aussi. C'est tout un modèle qui se développe, et il y a aussi beaucoup de sources qui en parlent, mais qui est du coup une question un outil assez récent. J'aime bien aussi l'information qui est que dès le moment où la prison naît dans l'histoire, les réformes de la prison naissent en même temps. Ça veut dire que la prison est indissociable des discours de réforme d'elle-même, en fait. C'est quelque chose, je trouve, qui est méga intéressant à savoir quand on s'aventure dans ce champ-là. De se dire, mais en fait, dès le moment où la prison a vu le jour, les discours de réforme sont nés en même temps et accompagnent et sont une sorte de condition de la légitimité de la prison. Mais pour finir, elle ne change pas. Ça veut dire qu'on a inventé la prison et en même temps reconnaissant que la prison, c'était pas un idéal et qu'il fallait tout le temps l'améliorer, mais sans jamais la remettre en question, en fait. Sans jamais la remettre en question, ni... voilà. Je sais plus où j'en étais. Ah oui, je parlais de la Finlande. Ouais, donc il y a ce tournant punitif d'incarcération de masse, et puis aussi il y a le développement du modèle d'enfermement, isolement à l'américaine, qui est aussi développé dans d'autres pays, type dans des pays du Sud, dans une forme de colonialisme aussi, de la solution états-unienne, du modèle d'isolement, du modèle du système carcéral d'isolement, etc., qui est imposé dans beaucoup de pays et qui est unifié. Alors qu'avant, il y avait des méthodes de résolution, peut-être des conflits ou des situations de problèmes sociaux qui étaient variées, différentes, etc. Et dans cette même période, dans les années 60, il y a, par exemple, dans les pays du Nord et en particulier en Finlande, un tournant qu'on appelle antipunitif, où en fait, c'est une réforme profonde du système pénal qui a lieu, où il est décidé de réduire de réduire les peines pour certaines infractions, certains types de crimes, de mettre moins l'accent sur certaines poursuites de criminalité, certaines politiques pénales en fait. Et puis typiquement, je crois que dans ces années-là, on abandonne aussi les peines de prison pour les mineurs. Enfin, il y a tout un changement en fait, de politique pénale, et ça conduit à une diminution drastique de la population dans les prisons. Et par là, s'accompagne aussi une transformation du sens et du fonctionnement des prisons, qui est beaucoup plus, du coup, vu qu'il y a beaucoup moins de personnes, beaucoup plus axé sur la réhabilitation, la réparation, profondément
la transformation et du coup dans une approche sociale en fait. Et ça découle sur un pays qui a un des taux de récidive les plus bas au monde en fait. Bref, c'était pour juste introduire qu'on voit que c'est pas parce qu'on a un pays qui a plus de personnes en prison que c'est qu'il y a plus de criminels, mais c'est plutôt qu'il y a certainement des politiques de poursuite de certaines Ça veut dire qu'on a décidé de pénaliser, enfin de rendre pénal beaucoup de faits, quoi. C'est ça, c'est toute une question de politique. En parlant politique, bon, tout est politique de toute façon, qu'est-ce que c'est pour toi, enfin, tu as parlé de justement cette politique en Finlande, tu as dit, qui serait une politique plus sociale. Qu'est-ce que c'est du coup, et nous on aimerait parler de féminisme aussi, et de féminisme anticarcéral, c'est-à-dire qu'un féminisme qui réfléchit à un monde sans prison. Tu as dit qu'il y avait avant d'autres formes de résolution de conflits, peut-être d'autres formes de régulation de personnes potentiellement dangereuses dans un temps défini. Du coup, qu'est-ce que c'est le féminisme anticarcéral ? Les critiques qui sont faites principalement à l'outil de la prison par rapport aux femmes, c'est d'une part que c'est le système pénal n'est pas du tout centré sur les besoins des personnes victimes ou survivantes. C'est-à-dire qu'on va s'atteler dans ce système-là pénal à punir selon un code, selon une loi, selon une morale, à punir les auteurs de crimes, mais en ne cherchant pas par cette punition à répondre aux besoins profonds des victimes qui souvent se trouvent pas satisfaits par la réponse pénale, par la réponse judiciaire, parce que ce sont des besoins des besoins de reconnaissance, des besoins de transformation, de comprendre, et puis de s'assurer qu'un changement aura lieu en fait. Et puis d'autre part, en fait, le système judiciaire, enfin, depuis qu'on punit par exemple plus, je sais pas, les violeurs ou les auteurs de violences par exemple sexistes et sexuelles, c'est pas l'outil punitif qui a amené à la décroissance du phénomène des violences en fait. Pas du tout, parce que c'est pas une réponse qui est transformative, éducative. On se base pas sur l'éducation des petits garçons au respect, je sais pas. Et en fait, on ne lutte pas avec cet outil contre le patriarcat. C'est du coup une réponse très superficielle qui est en outre basée sur un nombre pas possible d'injustices, justement par rapport à qui on incarcère pas. Mais du coup, le féminisme anticarcéral, encore une fois, j'en suis pas une experte du tout, mais pour moi, je le comprends comme la recherche radicale de la lutte contre le patriarcat, contre les violences sexistes et sexuelles, qui ne doit pas passer par un outil inefficace et injuste. Ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce que c'est vrai, bon, peut-être pour revenir sur un peu un autre point avant de s'attarder sur qui il y a dans les prisons. C'est vrai qu'à la JS, on a fondé maintenant un organe de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et ce qu'on fait dans cet organe-là, c'est justement tout ce processus aussi de réparation, de centralisation des besoins. On peut en reparler après, parce que c'est quand même un espace du coup en dehors du cadre juridique et pénal existant, puisque c'est souvent des personnes qui ne veulent pas poursuivre ça en justice ou bien avoir recours à la police, etc. Et du coup, ça montre quand même qu'il y a une faille du système, mais un besoin qui est existant. Du coup, on en revient volontiers. Mais par rapport à qui il y a dans les prisons, et tu l'as dit un peu, enfin tu l'as sous-entendu juste avant, et j'ai une citation là d'une chercheuse qui s'appelle Gwenella Ricardo, qui dit si les prisons sont remplies d'hommes, il y a devant leurs portes presque seulement des femmes. Et je trouve que ça montre à quel point la question du genre, elle est aussi intéressante, puisque d'un point de vue, enfin c'est pas un point de vue féministe, mais on pourrait dire le crime est avant tout quelque chose de masculin. La violence serait quelque chose avant tout de masculine. Et ça a quelque chose de très très essentialisant, comme si être homme, ça voudrait dire être violent, et puis du coup on met de côté toute la partie construction sociale, et que la violence c'est aussi quelque chose qui est utilisé pour renforcer des normes de genre, et puis faire en sorte qu'elles soient perpétuées. Mais moi je voulais te demander, est-ce que ça veut dire que les prisons sont surtout pour les hommes? Et qu'est-ce que ça fait sur les familles? Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi le lien un peu pour toi entre le genre et puis la prison comme système de punition? C'est vrai que là-dedans, dans ce livre « Pour elle, toute femme contre la prison », Ricardo, elle parle aussi de l'immense travail
de soins et de care qui est effectué par les proches des détenus, des personnes incarcérées, et qui sont vraiment un sujet en soi, les proches des personnes détenues, et qui sont majoritairement des femmes. Le fait qu'il y ait plus de jeunes hommes en fait, et moins éduqués, c'est quand même le type de profil qui est sociologiquement le plus poussé à effectuer une trajectoire qui les amène en prison. Et bien, du coup, ces personnes-là sont extrêmement soutenues par les femmes qui, du coup, font face à la prison également. Du coup, ça a un grand impact sur elles, mais aussi sur les enfants. Il y a un vrai impact du coup sur la séparation avec les proches. Les petits enfants peuvent être du coup très atteints d'avoir un parent incarcéré. Moi, ce que j'ai aussi observé, c'est que, qui est très sûrement bien documenté, c'est que les établissements carcéraux, les établissements de détention, d'un point de vue géographique, ils sont souvent à l'extérieur des centres, là où c'est pas visible, parce que on veut pas avoir la prison. C'est assez beaucoup un tabou finalement cette question, d'un point de vue des politiques, d'un point de vue de la gauche, d'un point de vue de beaucoup de monde. C'est vrai que c'est un angle mort. Enfin, c'est un angle mort. Très très peu de politique carcérale, de prison, de conditions de vie dans les prisons, comme si c'était un fait qui était accepté. Voilà, et qu'on le cache sous le tapis, vraiment. Ouais. Mais du coup, ça a lieu aussi dans l'espace, en fait, au niveau spatial. Et du coup, les zones de détention sont très souvent peu dans des centres, ce qui rend compliqué l'accès à ces lieux. Et du coup, pour des familles, l'accès à aux parents, par exemple, qui seraient incarcérés. Donc, il y a une vraie conséquence pour les familles qui dépassent vraiment les murs de la prison et de l'individu. Donc, c'est-à-dire que la peine, elle a pas seulement un impact sur l'individu, mais sur un ensemble de gens autour. Et souvent, ça va être des familles aussi précaires, parce que c'est majoritairement des personnes précaires qui sont aussi en prison. Et du coup, c'est du coup des conséquences sur des trajectoires de femmes et d'enfants de familles précaires qui sont impactés massivement par cette solution-là punitive de la prison. Après, ce que je voulais aussi dire, oui, du coup, c'est qui on incarcère d'un point de vue du genre. Il y a deux choses aussi qu'elle explique Ricordo, c'est que systématiquement, dans les procès, par rapport à des actes violents commis par des femmes, il y a toujours une approche très paternaliste, comme si justement, en fait, on n'avait pas fait exprès, les femmes avaient été sous l'influence de quelqu'un, enfin, comme si on était femmes ou personnes qui ne sont pas des hommes, moins responsables de nos actes, ou comme si on n'était pas capable de choisir, d'agir, etc. Et du coup, c'est vraiment un discours qui est là et qui est un discours paternaliste, mais qui cherche aussi à expliquer et à comprendre d'un point de vue presque social pourquoi la personne a commis un crime. Moi, je trouve ça particulier parce que du coup, c'est pas une réflexion qu'on applique aux individus masculins qui commettent des crimes. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas le droit à essayer de comprendre comment ils en sont arrivés là, par quelles influences, par quel construit social. C'est hyper paradoxal en fait, parce que du coup, on cherche à excuser la violence des femmes et à l'expliquer, parce que peut-être que sinon elle se représenterait, enfin c'est moi qui le dis, mais peut-être un trop grand danger aussi pour le patriarcat, pour ce système, si on admettait que les femmes sont puissantes ou qu'elles peuvent exercer une forme de violence. Peut-être que ça représenterait un trop grand danger. Mais du coup, cette réflexion, pour moi, elle est aussi fertile de se dire l'individu qui commet X ou Y infraction et peut-être, voilà, c'est une situation complexe. Il y a vraiment des chercheurs qui montrent bien que c'est une question de société, de communauté, en fait, la question du crime commis. C'est une longue trajectoire, individuelle, complexe, sociale et construite, qui amène tout à coup à ce qu'une personne fasse ce qui est considéré comme un crime. Et pourquoi on n'applique pas du coup cette même attitude de pardon ou de recherche d'explication et de transformation auprès de tous les individus qu'on essaie d'incarcérer. Et voilà. Et puis oui, elle dit aussi, Ricordo, quand même, que c'est vrai que la violence des femmes, elle est quand même en réalité souvent le cas d'influence d'hommes, dans le sens où c'est souvent une question de réaction à la violence aussi. Il y a un cas très emblématique en France de Jacqueline Sauvage, qui était une femme de 2012 qui avait tué son mari et qui avait finalement été graciée par François Hollande en 2016, et qui montre aussi qu'il y a une tolérance tout à coup du féminisme aussi vers ce type de réaction à la violence. Mais du coup, en fait, là, on conçoit que cette violence, c'est une réponse à une violence subie. Et ce qui serait intéressant, c'est que l'ensemble
des violences ou des infractions, des crimes soient aussi pris en compte dans leur globalité, comme aussi potentiellement des réactions à d'autres violences subies, en fait, par exemple. Et ça, c'est une dimension très forte dans la justice transformative, de prendre en compte les oppressions et les systèmes de domination qui conduisent à certaines réponses violentes. On va prendre une personne précaire qui vole dans un magasin, il y a des explications tout à fait rationnelles et sociales à ce qui a conduit à commettre ce type de crime-là. Bref, moi, je serais pour s'interroger sur pourquoi le système pénal a une approche tout à coup de pardon. Il y a une composante sexiste à ça, une composante paternaliste, mais en même temps une composante qui est presque prometteuse parce que ça approche d'une considération de ok, derrière l'individu qui commet quelque chose, il y a un système, il y a une continuité, il y a une responsabilité de la collectivité. Bon, je trouve que c'est particulier dans le cas où il y a beaucoup ces violences qui sont faites, les violences faites aux femmes, c'est quelque chose qui est accepté. C'est quelque chose qu'on sait qui existe, et puis du coup, quand il y a une contre-réaction, et puis du coup, une femme devient violente en réaction à une violence patriarcale, on l'accepte, ou bien on peut le conceptualiser beaucoup plus. Mais j'aimerais parler aussi un peu du monopole de la violence, dans le sens que il y a peu de violences actuellement que le système reconnaît comme étant violentes. Tout ce qui est violence économique, être pauvre ou être gardé dans la pauvreté, ça reste une violence pour moi. Ou la violence ordinaire, la violence sexiste, la violence de la police, la violence des institutions. Je trouve que c'est un angle mort qu'on n'accepte pas beaucoup. Et puis c'est surtout la violence des personnes pauvres qui est criminalisée. Et puis la violence des personnes... on peut faire cette différence entre col blanc et col bleu, ou la violence du vol d'impôts, de fait de déplacer énormément d'argent, etc. Ça, c'est pas du tout considéré comme violent, et c'est d'ailleurs un petit peu criminalisé, mais c'est considéré comme beaucoup moins grave que braquer une banque, parce que tu as faim et que tu dois manger, ce qui est assez fou quand même. Là-dessus, il y a un concept sociologique moi, qui m'avait marqué à l'époque où j'ai fait un peu de droit. Et on a la chance au Romandie d'avoir un chouette, très, très super professeur de droit pénal et de criminologie qui s'appelle André Kuhn, qui a écrit un livre un livre de vulgarisation qui s'appelle « Sommes-nous tous des criminels ?» et qui interroge aussi les questions. La criminologie, c'est vraiment l'étude sociale du crime. Donc c'est le crime comme fait social, mais comme fait inscrit dans une société. Et il parle du concept d'anomie d'un sociologue qui s'appelle Merton, et qui est en fait l'étude du fait que dans une société où il y a un décalage en fait entre les buts démontrés par exemple par la publicité, le rêve de la grande société capitaliste, d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup de confort, beaucoup de liberté économique, etc. Dans des sociétés où il y a des buts comme ça qui sont explicités, montrés, et des disparités de moyens, ça provoque une anomie qui est à même de créer des situations de conflit parce que des personnes qui sont tout au bas de l'échelle, en gros, vont essayer d'atteindre ce but-là. Et du coup, j'adore ce concept, cette théorie, parce qu'elle démontre bien que si on avait une plus grande répartition des richesses, par exemple, on serait dans moins d'anomie. Ou si on était, et du coup, c'est un concept qui permet de parler de lutte d'émancipation et d'égalité, etc. Parce que par ce concept, on comprend bien que dans des sociétés avec plus d'égalité, il y aurait moins de lutte pour obtenir ce que d'autres ont, avec l'exemple que tu décris. Et juste par rapport à ce truc de violence des cols blancs, je voulais citer une citation que j'ai notée ici de Helder Pessoa Camara, que tu connais ? Non, je connais pas. C'était un évêque brésilien au XXe siècle, il se battait contre la pauvreté justement au Brésil. Et il y a quand même cette phrase, elle est fondatrice, elle est importante. Du coup, je la lis. Il dit « Il y a 3 sortes de violence. La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle, celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations, celle qui écrase et lamine des millions d'hommes dans ses rouages silencieux et bien huilés. La seconde est la violence révolutionnaire, qui naît de la volonté d'abolir la première. La troisième est la violence répressive, qui a pour but d'étouffer la seconde en se faisant l'auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. » J'ai déjà entendu cette citation. C'est probable, oui. Elle est ramenée sur le devant de la scène pour comprendre aussi des situations comme on a vu avec la criminalisation des militants écologistes, par exemple. La criminalisation des militants qui s'opposent à des multinationales écocidaires qui font des crimes contre l'environnement, des crimes complètement injustes par ailleurs socialement. Et en fait, les militants qui essayent de se dresser contre ces injustices
se font eux-mêmes criminaliser. On l'a vu en France avec la rhétorique autour de l'antiterrorisme. Et du coup, je trouve que toutes ces questions sont très connectées. Et il y a vraiment un impensé, je pense, au niveau politique de ces questions de violence et d'où viennent les réponses à la violence. C'est vraiment dommage que la question des prisons, de la punition, du crime soit si peu travaillée et prise à corps en fait, par la gauche, je dirais. C'est vrai que moi, ça me fait penser aussi au concept célèbre de Gramsci, qui est l'hégémonie culturelle. Et puis quand on prend l'hégémonie capitaliste ou libérale telle qu'on la connaît aujourd'hui, et qu'on sait que pour que cette hégémonie elle puisse avoir lieu, on a besoin d'avoir un consensus de toutes les personnes, même des personnes pour lesquelles c'est pas leurs intérêts d'être dans ce système-là, comme on le voit actuellement, et puis que pour faire ce consensus, pour obtenir ce consensus, on a aussi besoin de moyens de violence. Et puis cette violence-là, elle s'exprime justement par cette répression, par la criminalisation de personnes en fait, qui disent en fait, cette domination telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est pas quelque chose dans notre but. Et en fait, c'est juste pour le 1% le plus riche et puis pour les capitalistes, quoi. On a parlé de qui était en prison et puis on a parlé du fait qu'il y ait plus d'hommes en prison, mais que ça touche aussi vraiment les familles, les femmes, qui sont touchées aussi dans le fait qu'elles doivent assumer tout d'un coup plus de travail du care, éventuellement de travail salarié pour pouvoir reprendre un certain niveau de vie ou conserver un niveau de vie qui était garanti entre autres par les hommes qu'on a envoyés en prison. L'UDC parle aussi beaucoup des personnes qui sont en prison, ou plutôt les personnes qui seraient censées être plus criminelles que les autres, et c'est les personnes qui sont non suisses, les personnes étrangères, quitte à supposer même que la criminalité ou le crime aurait une nationalité, et puis c'est pas une nationalité suisse. Ils y font des campagnes ultra racistes régulièrement, on l'a revu encore pendant les élections fédérales l'année passée. Ils utilisent aussi des chiffres qui montrent une surreprésentation des personnes non suisses dans les prisons, des chiffres officiels. Toi, comment tu déconstruis ce narratif-là, et puis comment offrir une réponse en fait à ce racisme dans ces campagnes qu'elles font? Alors d'abord sur la déconstruction, parce que sur la réponse, c'est aussi complexe à définir. Déjà, je renvoie juste au chercheur Lucas Gnedinger qui travaille sur l'hypothèse que les prisons en Suisse sont un outil de gestion de la migration indésirable, la migration dite indésirable, c'est-à-dire des personnes en provenance surtout des pays du Sud en fait. Bon, première chose quand même, il faut dire que indépendamment des nationalités, dans les statistiques de criminalité, on voit que c'est principalement pour des raisons de construction sociale les jeunes hommes pauvres et peu formés qui sont plus enclins à commettre des délits que les autres. Et en l'occurrence, du coup, les personnes étrangères sont surreprésentées dans cette catégorie parce que voilà, on sait aussi qu'au niveau des personnes migrantes qui cherchent l'asile, c'est surtout des jeunes hommes qui viennent chercher l'asile ici pour aussi d'autres raisons explicatives, que les femmes ont plus de difficultés à bouger, si elles assument des familles dans leur pays d'origine, etc. Donc il y a déjà un biais là, c'est que c'est pas soi-disant les étrangers ou quoi, mais il y a déjà cette chose-là de surreprésentation d'une catégorie qui est plus encline à commettre des délits selon la sociologie. Ensuite, selon la sociologie, du coup, pour des raisons sociales, parce qu'il y a besoin de manger, de se loger, genre d'avoir un gain, un revenu. Ça, et puis aussi la construction de la réponse. Enfin voilà, les femmes sont plus éduquées à se taire, à subir. Enfin voilà, il y a plein de facteurs. Mais dans le bouquin d'André Kuhn, qui est très vulgarisé, et qui est un tout petit livre vraiment chouette, Sommes-nous des criminels, ces statistiques-là, elles sont bien expliquées, c'est assez clair, si jamais. Mais ensuite, du coup, en fait, dans cette surreprésentation des étrangers, en effet, dans les lieux de détention, plus de 70% d'étrangers sont en exécution de peine, plus de 75% en détention préventive. Mais il faut du coup préciser que c'est une catégorie de personnes qui sont sans permis de séjour, déboutées de l'asile ou clandestins. Donc c'est pas parce que du coup l'UDC surfe sur cette catégorie en disant voilà toutes les personnes qui ont une origine étrangère, etc. Ça concerne vraiment les personnes sans statut de séjour, sans permis. Donc c'est pas la personne qui a un permis B, un permis F qui est en Suisse. Et en l'occurrence c'est souvent des personnes qui commettent moins de délits. En tout cas il n'y a pas du tout de surreprésentation des personnes qui sont étrangères et qui habitent en Suisse ou qui ont un permis. Et du coup, cette catégorie de personnes en Suisse, elle représente moins de 2% de la population de façon stable depuis les années 1990.
Mais par contre, la surreprésentation de ces personnes dans les lieux de détention, c'est une question hyper récente, parce que dans les années 80 encore, c'était les détenus suisses qui étaient tout à fait majoritaires dans les prisons. Donc en fait, ça c'est une évolution récente et qui questionne, et du coup, pour le chercheur Lucas Nedinger, il y a vraiment une explication dans les politiques carcérales menées, par exemple, sur les délits de la drogue. Donc il y a quand même une vaste campagne dans beaucoup de villes, de criminalisation du deal de rue, de poursuite de cette criminalité comme le plus grand danger auquel on fait face, etc. Et comme tu disais, il y a certains criminels en col blanc qu'on poursuit moins. Par exemple, là, je pense à Nestlé, on a entendu dire cette semaine, enfin Publica, il a sorti une étude comme quoi il y avait un taux de sucre beaucoup plus élevé dans les produits pour bébés de Nestlé dans les pays du Sud que dans les pays du Nord. Donc typiquement, ces criminels en col blanc-là sont moins recherchés par le ministère public vaudois, on dirait. Mais du coup, vraiment, il y a en fait, il y a une explication dans les types de politiques qui sont poursuivis, les types de criminalité qui sont poursuivis, et d'autre part, il y a aussi une plus grande punitivité aujourd'hui à l'encontre de l'immigration indésirable. Et du coup, une personne qui va être arrêtée pour une petite question de deal, et en l'occurrence être une personne en situation illégale, va aussi être du coup en train d'enfreindre la loi sur les étrangers. Et donc elle va accumuler des infractions et donc être incarcérée plus longtemps parce que en fait elle, par son simple statut qui est puni, c'est-à-dire le fait d'être illégale, d'être pas admis et d'être quand même là, par son simple statut, elle va accumuler des infractions, être criminalisée par le fait d'exister en tant qu'elle-même, n'ayant pas le droit d'être là, selon l'État suisse. Et du coup, en fait, il y a aussi ces espèces de... Déjà, on a des pratiques policières et des pratiques de politique pénale qui vont chercher, observer, enfin voilà, mettre leur loupe sur un certain type de crime. Et ici, par exemple, les politiques contre la drogue, c'est un bon exemple. Et ensuite, ça va, puisque les personnes qui dealent de la drogue pour des raisons de survie, c'est beaucoup des personnes en situation irrégulière et illégale pour pouvoir juste survivre, parce qu'elles n'ont pas le droit de travailler, eh bien, en l'occurrence, c'est des personnes qui vont accumuler les infractions, mais alors qu'en fait, tout cela est un espèce de millimélo d'explication sociale. Et du coup, ça fait partie des raisons pourquoi il y a plus de personnes... étrangères dans les prisons. Il y a aussi l'explication de la question de l'anomie sur les inégalités. Enfin, tu parlais des braquages. Enfin, moi, je sais pas, mais on est un des pays les plus riches du monde, qui a des politiques d'asile hyper restrictives, qui accueillent personne, alors qu'on a des multinationales qui exploitent les Sud globales. Et du coup, on a une accumulation de richesses complètement indécente dans ce pays par rapport aux autres pays et par rapport à notre rôle au niveau du capitalisme international et de l'exploitation des autres pays. Je ne vais pas faire la liste, mais voilà. Et puis en fait, du coup, il y a des populations qui ont beaucoup moins, qui vivent dans l'autre moitié de la l'humanité, quoi, et qui cherchent à simplement vivre et qui se retrouvent à essayer d'aller voler l'argent en Suisse, quoi. Enfin, ça, c'est peut-être une explication aussi rapide. Moi, je n'ai pas non plus une analyse si c'est les infractions les plus élevées, mais je crois quand même savoir que les personnes qui sont dans cette majorité de personnes étrangères dans les prisons, eh bien, elles le sont pour essentiellement des questions de LSTUP, des questions d'infraction sur le patrimoine, donc c'est-à-dire des questions de braquage, de vol, etc. Et pour la loi sur les étrangers. C'est les infractions principales. Alors que les personnes qui sont suivies dans des établissements de détention, souvent, ça va être pour des questions justement de meurtre, de violence plutôt sur les personnes, etc. Pourquoi ? Parce que pour des raisons sociales, c'est pas forcément les personnes suisses qui vont faire des méga braquages, ni se retrouver à dealer de la drogue. Parfois oui, mais dans la proportion, moins. Parce que les personnes étrangères sont surreprésentées aussi dans les personnes les plus pauvres. Voilà, exactement. Suisse, mais aussi parce que du coup, on a une politique qui va beaucoup plus miser sur l'intégration, la réintégration des personnes suisses. Du coup, les personnes qui commettent des délits qui finalement sont des personnes qui ne seraient pas dangereuses en fait pour la société, elles vont être laissées
peut-être à l'extérieur ou avoir des peines alternatives, etc., on va moins les retrouver dans les prisons parce qu'il y a un effort qui est fait pour réintégrer ces personnes, ce qui n'est pas fait sur les personnes étrangères que de toute façon vont partir ou que l'État n'aimerait pas voir en fait. Et du coup, il y a aussi un truc hyper intéressant dans la préventive, la détention provisoire, parce que c'est aussi un endroit où les étrangers et étrangères sont surreprésentés. Dans les motifs en fait pour placer des personnes en détention provisoire, avant qu'ils aient été jugés, avant jugement, il y a le fait que les personnes, en fait le motif de fuite est un motif parmi ces motifs-là. Il y a aussi le fait que la personne... Le motif de fuite, ça veut dire essayer de partir en courant. Exactement. En fait, les personnes sont mises en détention avant jugement si on a peur qu'elles fuient, si on a peur qu'elles récidivent, ou si on estime qu'il y a un risque aussi de collusion, ça veut dire de trafiquer les infos pour modifier l'enquête qu'il y aurait, tu vois, risque de collusion, ou la récidive, donc ça veut dire si les personnes sont encore dangereuses. Et du coup, cette idée de motif de fuite est massivement invoquée, en tout cas en ce moment, pour finalement garder des personnes étrangères qui en fait ne constituent pas du tout un danger à l'égard de la société, mais dont l'État a peur qu'elles disparaissent et qu'on ne puisse pas les juger pour leur soi-disant crime. Voilà. Et donc ça, c'est aussi une notion de discrimination qui conduit à cette surreprésentation des personnes étrangères. Et finalement, il y a aussi une dernière chose que je trouve super intéressante, que je disais tout à l'heure, qui est, on a la Suisse qui a été condamnée il y a, je sais pas, 2 mois, pour profilage racial dans les corps de police avec le cas de Mohamed Bailey à Zurich, qui se plaignait d'un contrôle policier injustifié et qui a été, dont la Cour européenne des droits de l'homme a donné raison, à qui la Cour européenne des droits de l'homme a donné raison. Et donc il y a une vraie problématique de biais en fait, racistes à l'intérieur des pratiques policières, mais à l'intérieur d'autres secteurs de l'administration de l'État par ailleurs, qui du coup va conduire en fait la police, qui est quand même celle qui arrête les auteurs d'infractions, qui est quand même l'outil de l'État qui permet, qui arrête les personnes auteurs d'infractions, qui va avoir un regard plus dur, plus sévère, plus attentif aux personnes racisées. Et du coup, c'est aussi un facteur de la surreprésentation. Enfin, tous ces petits éléments que j'ai expliqués, et qui ne sont pas exhaustifs, parce que pour ça, il faudrait lire les vrais chercheurs qui s'y intéressent, et je vous encourage à aller voir ce que fait Lucas Gnedinger. Il y a un super article dans le Courrier de l'année passée. C'est tout plein d'éléments structurels qui font comprendre que la population qu'on retrouve dans les prisons, c'est pas parce que c'est une population plus criminelle, mais c'est parce qu'il y a des politiques de l'État, il y a des pratiques policières, il y a des politiques criminelles du ministère public, il y a des politiques pénales en fait, qui sont menées à l'encontre de certains types de criminalité. Et tout cela fait partie des explications de cette surreprésentation. Voilà, maintenant c'était pour l'explication, parce que j'ai pas de solution toute faite sur comment combattre ça. Attends, je voulais réagir à ça, parce que je trouve quand même hyper intéressant, et à quel point ça montre aussi à quel point c'est contradictoire la politique de droite et la politique bourgeoise, qui défend autant de l'UDC que du PLR, et l'immense majorité de l'échiquier politique qui accepte ce crime-là et qui en fait qui refuse de voir à quel point le racisme de base met les gens en prison. Et puis c'est aussi un peu un serpent qui se mord la queue si le fait qu'il y ait des personnes surreprésentées dans les prisons, des personnes sans statut de séjour ou bien des personnes du coup étrangères, tant que leur existence est criminalisée, et du coup c'est normal qu'elles vont se retrouver plus en prison. Et c'est, moi ça me fait un peu un brainfuck. Oui, et puis il y a vraiment cette poursuite des politiques de la drogue. Aux États-Unis aussi, il y a eu vraiment toute une situation, je ne sais plus dans quelles années, mais c'est probablement à la fin des années 90, de poursuite vraiment de certaines drogues aussi, de certaines drogues qui sont particulièrement prisées et recherchées, parce que c'est des drogues qui circulent plus dans certaines communautés afrodescendantes. Vraiment, il y a des explications assez ouf de cette période-là aux États-Unis qui a conduit à une surreprésentation aussi massive aux États-Unis des personnes noires et afrodescendantes dans les prisons, alors que certaines autres drogues, par exemple, sont moins poursuivies. On cherche moins à intercepter les trafics de certaines autres drogues. Et il y a vraiment tout ce cas aux États-Unis qui montre bien qu'il y a où c'est qu'on met la loupe, quoi. Qu'est-ce qu'on criminalise, qu'est-ce qu'on choisit de criminaliser, qui est-ce qu'on choisit d'arrêter, en fait. Et que c'est pas un hasard. C'est pas un hasard, clairement.
Tu voulais nous parler des solutions, bien des solutions, comment répondre à ce narratif, ou bien quel contre-narratif on propose? Oui, disons, je trouve dur de faire face au populisme pénal parce que c'est vraiment un narratif très simple pour les partis de droite bourgeois, racistes, etc., pour faire leur politique basée sur la peur, et c'est difficile de s'engager sur des terrains qui exigent plus de complexité. En même temps, je pense qu'il faut se mettre aux côtés de communautés. Dans les dernières années, les dernières années en Suisse romande, il y a aussi eu une montée des mouvements antiracistes. Aussi parce qu'on a eu un taux vraiment indécent d'intervention policière qui ont conduit à des morts en fait, de personnes racisées. Du coup, ça a conduit au développement de groupes comme Justice pour Enza, Justice pour Mike. En Suisse, dans les dernières années, c'était 4 personnes qui ont été tuées. Dans le canton de Vaud, 4 personnes qui ont été tuées en 2016 et 2021. Maintenant, c'est 5 avec la personne qui était autrice d'une prise d'otage à Yverdon. Personne racisée aussi, personne migrante, enfin bref. Mais oui, puis il n'y a absolument aucune remise en question de l'État. Il y a des questionnements vraiment fous et dingues. Moi, je le vois au Parlement sur la séparation des pouvoirs qui nous est invoquée comme motivation pour ne rien faire, ne rien questionner, ne rien changer. Mais je dirais, d'un point de vue pratique et sur le terrain militant en Suisse romande, c'est déjà se mettre aux côtés de ces groupes qui luttent et qui, par leur lutte, questionnent ce système injuste en fait, et font questionner aussi les collisions entre le ministère public quand il est amené à juger des personnes qui travaillent dans la police et qui sont du coup en fait leurs collègues finalement. Bref, c'est aussi des groupes desquels je pense qu'il faut être solidaire et donner notre énergie militante à ces groupes qui se battent pour la justice et la dignité et d'ailleurs, c'est très profondément féministe parce que ce sont principalement des femmes et des enfants qui souffrent indiciblement de ces situations. La femme de Mike, par exemple, ses enfants, elle était là au procès battante et combattante en juin dernier. Et je pense qu'il y a un engagement profondément féministe à s'engager auprès de ces groupes. Parce que c'est elles, à nouveau, qui subissent ces violences, parce que c'est elles qui se retrouvent seules à éduquer leurs enfants, etc. Mais je voulais parler de justice restaurative. Bon, il y a deux dimensions. La justice restaurative, c'est pas la même chose que la justice réparatrice. La justice restaurative, du coup, elle naît dans les années 70 et elle est surtout développée dans des communautés qui pratiquent des cercles de restauration. Même ça a lieu au sein du système pénal. Dans le canton de Vaud, il y a l'association de justice restaurative, la JURES, qui développe des dialogues restauratifs entre des victimes et des agresseurs, qui ne sont pas les victimes des agresseurs, mais des victimes C'était ce film aussi dont je t'avais parlé. Je verrai toujours vos visages. Oui, c'est ça, voilà. Il détaille ces pratiques de cercle restauratif, c'est hyper intéressant, c'est hyper riche, on voit bien que du coup il y a une compréhension et on voit bien que ça répond davantage aux besoins des victimes de comprendre pourquoi elles ont dû subir des dommages et torts, mais ça permet aussi de faire transformer vraiment les auteurs de certains crimes, de certaines violences. Du coup, il y a une autre pratique qui est en fait la justice transformative qui se développe vraiment dans les années 2000, qui est beaucoup guidée par Ruth Morris, qui était une militante contre la guerre au Vietnam, qui, elle, a été influencée par des pratiques de justice des peuples autochtones au Canada et en Nouvelle-Zélande, donc des pratiques qui préexistent depuis bien longtemps. Et selon une image que moi je trouve très parlante, qui est de mettre en opposition en fait une justice du glaive, justice de l'épée, qui est beaucoup une justice qu'on voit ici, la balance, voilà, du bien et du mal, contre une vision de la justice de l'aiguille, comme si la pratique de justice visait à transformer et à réparer le tissu collectif qui a été à quelque part brisé, qui s'est rompu, etc., et par des pratiques collectives et dans une vision d'une responsabilité communautaire et collective de la situation. Donc ça, c'est une image que je trouve parlante, cette opposition de justice de l'épée et justice de l'aiguille. Et du coup, les pratiques de justice transformative, elles reposent donc sur cette idée de responsabilité de la communauté des situations. Et je voulais quand même lire un petit peu les aspects qu'elle comprend, parce que je trouve très riche. Donc,
Premièrement, il y a le soutien à la personne survivante, sa sécurité et son autodétermination, ce qui veut aussi dire qu'on individualise le besoin de sécurité des victimes. Ça va être le même pour toutes et tous. Ouais. Pour une personne, ça va être de ne plus voir la personne auteur, d'exiger qu'il ne fréquente pas, je sais pas, ces endroits, etc. Enfin, il y a des besoins de sécurité qui sont différents et qui sont à remettre au cœur, puisque les procès dans la justice pénale ne s'adressent pas du tout aux victimes. Ouais, ça c'est fou quand même. C'est fou. Ouais. En fait, elles ont d'autres peut-être outils à dispo, mais certainement pas celui de la justice pénale. Et du coup, c'est une première dimension de la justice transformative. Ensuite, il y a la responsabilité de l'agresseur et son changement de comportement, mais par là, du coup, un processus de transformation aussi qui est engagé au niveau du collectif. Et finalement, il y a aussi les changements communautaires en faveur de valeurs et pratiques non violentes et non oppressives, et des changements politiques et structurels, des conditions qui permettent au préjudice de se produire. Et par là, ça veut dire prendre en considération les rapports de domination, de pouvoir, leurs dimensions structurelles en fait, qui sont liées, on l'a déjà dit dans ce podcast, mais à la classe, au genre, à la race. Du coup, un truc de dire, bon, très bien, on va transformer l'individu, mais d'abord, on va essayer aussi de se questionner sur comment socialement on a pu créer des conditions pour que ce préjudice se réalise. Et je pense que si on avait des systèmes, en fait c'est des systèmes aussi qui sont pas aussi simples, en fait ça va devoir se développer, ça va être long, ça va être lent, il va falloir de l'engagement, c'est je pense un processus pour moi profondément féministe. Mais du coup, le développement de ces systèmes, ils vont permettre, je sais plus ce que je voulais dire en fait. Mais comment on fait pour développer ces systèmes-là aujourd'hui? Enfin, Ouais. On est maintenant dans notre engagement féministe, dans notre engagement anticarcéral. Comment on fait pour transformer notre système de justice? Ouais, bah alors déjà, on abandonne de transformer la justice pénale. J'adore que Ricordo elle dit, en fait, on se questionne pas quand on a une maladie par quelle autre maladie on va la remplacer. En fait, on veut genre cure la maladie, on veut qu'elle disparaisse. Et ensuite se focus sur des nouvelles pratiques. Donc vraiment changer le regard et développer d'autres pratiques. Je pense que ça commence par se former et s'éduquer. Moi, il y a une autre militante que j'adore qui s'appelle Mariam Ekaba qui explique bien, qui plaide pour l'abolition de la prison, le démantèlement du complexe carcéro-industriel et des pratiques de justice transformatrice qui passent aussi par la formation des jeunes, à la lutte contre la violence, la formation de base. En fait, il y a cette idée de defund de police aussi, de mettons plus d'argent dans les écoles, dans les lieux de soins, les lieux d'éducation collective et populaire, plutôt que dans les institutions de répression, quoi. Et du coup, je pense que ça, c'est déjà des discours à adopter, mais aussi se former à l'intérieur de nos collectifs, de nos groupes, pour pratiquer différemment. Et puis ensuite, comme je disais, je pense qu'il faut lutter auprès de groupes qui sont les plus grandes victimes des systèmes de répression, des systèmes carcérales et des carcéraux. Donc il y a les collectifs de justice pour Mike, justice pour Enzoï dans le canton de Vaud, mais il y a aussi des groupes sur la prison, donc Parlons Prison, sur le canton de Vaud et Genève. Il y a un groupe qui s'appelle La Prison Tue aussi, qui essaie de répertorier les suicides et les morts en prison, qui fait un travail de répertoriage des données en fait, pour déjà pouvoir comprendre et documenter ce sujet dont personne n'a envie de parler. Donc qui visibilise. Là, après-demain, il y a un événement qui s'appelle les Rencontres critiques de l'enfermement. C'est un événement de réseau de chercheurs romans sur la situation sur les questions carcérales qui, chaque année, organise un événement pour se former, s'informer sur tous les éléments au sein de la prison, etc. Du coup, qui sera passé quand les gens écoutent ce podcast. Mais ils pourront en venir l'année prochaine. Oui, voilà. Et puis oui, sinon, on fait de la... voilà, donc moi, je vais dire déjà, on s'éduque, on se forme dans nos groupes, on en fait un discours politique, on en fait une priorité politique. Et puis, on lutte auprès des groupes qui sont les plus concernés. Et puis, on lutte aussi pour supprimer les raisons du crime à la base. Et c'est toute cette... Enfin, tu as parlé du fait que la population étrangère a commencé à se retrouver plus représentée en milieu carcéral à partir des années 80, mais les années 80, c'est aussi le moment où, après les années Thatcher, il y a eu de plus en plus de politiques néolibérales. C'est aussi en Suisse où on a commencé vraiment à faire des coupes dans les budgets publics, à descendre drastiquement les impôts sur les entreprises, les impôts sur la fortune, supprimer l'impôt fédéral sur les successions. C'est des choses vraiment qui ont mené à une baisse des impôts sur aussi les hauts revenus et puis qui font que les inégalités en Suisse, mais dans le monde, font que de se creuser.
Tout à fait, absolument. C'est la source de tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui et qui est un système. Et tant qu'on n'aura pas des conditions, tant que tout le monde n'aura pas des conditions matérielles dignes d'existence et qui leur permettent de vivre une belle vie, tant qu'il y aura des gens dont l'existence même est criminalisée parce qu'elles n'ont pas le droit de vivre ici, on aura un souci. Et je pense que l'outil de maintien de ce système, précisément, a été trouvé dans l'objet, dans l'outil de la prison et de la justice pénale, c'est-à-dire un outil de maintien de l'ordre et du système social tel qu'il existe et qui est profondément inégalitaire. Oh, je trouve ça, merci beaucoup en tout cas pour cette discussion, je trouve trop cool parce que ça montre encore une fois à quel point tout est lié et à quel point pour pouvoir lutter, on peut lutter, il faut lutter pour des meilleures conditions de vie pour les personnes détenues, mais qu'on a aussi besoin de réfléchir de façon beaucoup plus systémique et de regarder l'origine du crime, qu'est-ce qu'on considère comme crime, qui on envoie en prison, quelles décisions il y a autour, que ce soit consciente ou inconsciente. Donc ouais, c'était trop intéressant. Qu'est-ce que tu recommanderais maintenant comme lecture ou bien podcast pour les personnes qui ont écouté cette discussion et puis qui aimeraient en apprendre plus? Ouais. Avant de te dire quelques éléments qui me paraissent des bonnes ressources, aussi dire que il y a à réfléchir sur qui on envoie, etc. en prison, pourquoi on envoie certaines personnes, mais aussi, en fait, c'est le destin qu'on broie. C'est des vies individuelles qu'on détruit, puisque en fait, les séquelles individuelles de la prison sur les individus sont très très violentes. On parle de mortification de soi, il y a vraiment une situation de brutalisation, je dirais, de l'individu qui empêche toute émancipation et transformation et qui est d'autant plus une urgence en fait pour moi. Là, dans les grands noms, évidemment Angela Davis, c'est une militante qui s'est battue par rapport à la prison et dont il y a qui était militante des Black Panthers et qui a été prisonnière politique aussi. Il y a des podcasts, des livres qui existent. Elle a écrit La prison est-elle obsolète, c'est un bon livre. Mariam Ekaba, dont je parlais sur la justice transformative et qui a écrit En attendant qu'on se libère et qui détaille aussi ces histoires de justice transformatrice, qu'est-ce qu'on entend par là. Sinon, avec nous, on a Gwenola Ricordo pour Elle, toute femme contre la prison, qui détaille peut-être justement les conséquences de la prison sur les femmes et quel féminisme anticarcéral elle promeut. Récemment, il y a aussi eu une série de podcasts sur la RTS en mars, en fait, plutôt d'un point de vue historique pour contextualiser l'histoire de la prison, d'où ça vient, à partir de quand la prison a été utilisée, avec quel discours, selon quel discours. Et puis sinon, je pense qu'il y a aussi moi je suis en géographie, mais l'inventrice, la pionnière des études de géographie carcérale, qui aussi à la fois essaie de comprendre ce que l'espace de la prison fait sur les personnes et crée sur les personnes, mais aussi de comprendre la prison comme un enjeu culturel, social et spatial, comme je disais au début. En fait, les prisons sont aussi à certains endroits. Enfin bref, je résume pas ici le champ de la géographie carcérale, mais Ruth Wilson Gilmore, elle a évidemment beaucoup travaillé sur ça et elle plaide pour une géographie de l'abolition des prisons. Et puis voilà, ça c'est des grands noms, mais sinon je pense qu'il faut aussi suivre les comptes comme Parlons Prison. Dont tu as parlé avant. Exact. Les rencontres critiques de l'enfermement, et puis s'associer aux groupes comme Justice pour Enzoï, etc. Voilà, ça c'est un peu pour les grands noms. Merci beaucoup. On les mettra, je pense, en description. Je fais bien mon job. Et puis merci beaucoup, Mathilde, pour cette discussion. C'était super intéressant. Moi, je me réjouis aussi de continuer à lire et à m'informer, à me former. Moi aussi, parce que j'ai aussi plein de trucs à apprendre encore. Ouais, et à continuer la lutte, comme toutes les personnes qui nous écoutent, j'espère. Ciao. Ciao.